Merci d'être là pour ce dernier rendez-vous de l'actu de la 60e. Sous le beau soleil, pour une fois, de Saint-Étienne, nous avons aujourd'hui un beau défi à relever à propos d'un thème qui ne cesse d'être d'actualité, à savoir crise de l'hôpital, crise financière, crise d'attractivité ou crise de sens. Donc un sujet 4 fois le mot crise auquel il convient de rajouter la crise sanitaire. Face à un thème aussi délicat et complexe, nous sommes allés à la bibliothèque universitaire pour analyser toutes les dimensions du sujet. En effet, l'hôpital public est un symbole de l'excellence de la médecine française, du soin, de la recherche. Les études montrent un fort attachement à l'hôpital public avec lesquels nous avons tous un lien particulier. Soins de ville, soins de réadaptation, virage ambulatoire, ARS, assurance maladie. Le système de santé est le fruit d'une histoire complexe que nous aborderons ici sous l'angle de la crise. Son crise, donc son étymologie grecque crisis, signifie un moment décisif qui permet de poser un diagnostic. Ensemble de phénomènes pathologiques se manifestant de façon brusque et intense, mais pendant une période limitée et laissant prévoir un changement généralement décisif. Ce que l'on retiendra ici, c'est un événement qui désigne un avant et un après. La très sérieuse revue française d'administration publique a récemment titré en 2020 « Les réformes permanentes et crises sans fin à propos de l'administration hospitalière ». Donc il convient de s'interroger, une crise sans fin est-elle toujours une crise ? À un moment, cela ne devient-il pas un mode de fonctionnement ? La commission sénatoriale, lancée sur le sujet au début décembre, nous dit, et je la cite, « La crise que traverse l'hôpital public n'est qu'un des symptômes d'une crise qui touche l'ensemble de la santé en France. » Donc face à un thème aussi massif, sujet à tous les superlatifs, on ne pourra bien entendu pas tout traiter. On abordera quelques facettes choisies de la problématique. Pour ce faire, après l'exposé de quelques éléments de cadrage, nous aborderons brièvement des aspects financiers consolidés de 2019 pour mieux nous attarder sur ce qui, pour nous, est le symptôme le plus prégnant de la crise de l'hôpital public, à savoir le malaise des soignants, tant dans leurs conditions de travail que dans les missions qui leur sont confiées. Nous reviendrons sur le Ségur de la santé, principale réponse du gouvernement à la crise sanitaire. Réponse, nous verrons d'une part si elle s'avère suffisante et d'autre part si elle répond bien à l'ensemble des éléments de la crise. Donc, quelques éléments de cadrage. Le système hospitalier public est l'héritage des ordonnances Debré, Michel Debré, fils de Robert Debré, professeur de médecine. Elles ont procédé à la fusion des activités d'enseignement et de soins. 30 glorieuses ont largement bénéficié de l'afflux d'argent public, mais l'hôpital n'a pas échappé au tournant de la rigueur de 83 avec l'avènement de la dotation globale et l'introduction du forfait journalier hospitalier. Enfin, le plan Juppé, bien connu, a mis en place les principaux instruments de pilotage que nous connaissons aujourd'hui. Au tournant du XXIe siècle, une nouvelle gouvernance s'impose à l'hôpital, notamment financière, à travers la T2A, la fameuse tarification à l'activité sur laquelle nous serons amenés à revenir. On voit ensuite apparaître des plans d'action pour l'hôpital, hôpital 2007, 2012, puis la loi HPST transforme les ARH en ARS, afin de coordonner l'ensemble de l'offre de soins au-delà de la seule hospitalisation. La loi de modernisation de notre système de santé de 2016 réhabilite la notion de service public hospitalier. Le service public hospitalier est exercé par tous les établissements publics de santé et il va notamment avec l'obligation de continuité des soins et de non-sélection des patients. Concernant l'offre de soins, on peut, comme exposé dans les infographies, on constate une baisse du nombre d'établissements et une baisse du nombre de lits en hospitalisation complète. La question des lits est assez complexe. Tous les lits ne se valent pas d'une certaine manière. On parle beaucoup des lits de réanimation en ce moment. Il y a l'obstétrique, la médecine, le SSR. Beaucoup déplorent leur diminution constante, même s'il y a une légère augmentation au niveau des lits en ambulatoire, au regard des besoins qui sont grandissants. Oui, 1/5 des personnes hospitalisées ont plus de 75 ans, souvent sont atteintes d'affections chroniques. Cette typologie publique est amenée à augmenter dans le futur, posant à l'hôpital, comme à la société du reste, le problème d'une transition démographique et épidémiologique. Venons-en maintenant aux éléments financiers pour s'interroger sur la crise financière. Enfin, y a-t-il vraiment une crise financière au sein de l'hôpital public ?
comme vous pouvez le voir, la proportion des établissements publics de santé déficitaires reste stable, mais est majoritaire. Et ce qu'il faut noter ici, c'est que certains hôpitaux éprouvent de plus grandes difficultés que d'autres. Le centre hospitalier de Valenciennes, par exemple, n'est pas comparable à un établissement de la PHP ou de la PHM. Concernant l'évolution de l'effort d'investissement, qui permet aux hôpitaux de se projeter sur plusieurs années, on constate une division par 2 dans la dernière décennie, il s'agit donc d'un chiffre inquiétant. Concernant le taux d'endettement, on constate en revanche une augmentation de l'ordre de 20% depuis 2002. Certains l'attribuent à la montée en charge de la T2A dans le financement. 20%, c'est aussi ce qui distingue les taux d'endettement des cliniques privées et des établissements publics de santé. C'est d'autant moins de marge de manœuvre pour ces derniers pour s'adapter aux changements épidémiologiques et sociétaux. Mais peut-on pour autant parler de réelle crise financière? En effet, le coûte que coûte, c'est largement appliqué aux hôpitaux publics. Des fonds ont été débloqués rapidement, sans l'habituelle lenteur administrative. Certains soignants se réjouissaient d'exercer leur métier en étant pleinement dédiés aux soins avec des services supports réactifs. Il faudrait, selon nous, en plus de questionner les montants en eux-mêmes, s'interroger sur les circuits de financement, la réactivité aux besoins, les besoins des patients, mais aussi des soignants. Merci Pierre. Après avoir évoqué quelques éléments de la crise financière, voyons comment celle-ci s'imbrique avec une crise de l'attractivité des métiers à l'hôpital. Restons dans le monde d'avant, si vous le voulez bien. Souvenez-vous de l'année 2019 et de son climat social. Nous étions avant la crise sanitaire et pourtant on parlait déjà beaucoup des problèmes à l'hôpital. De nombreux mouvements de grève, notamment des urgences, ont eu lieu et des collectifs de professionnels de santé se sont constitués. À l'époque déjà, un plan d'urgence pour l'hôpital public était annoncé et il proposait de reprendre un tiers de la dette de 30 milliards des hôpitaux. Donc ce plan n'a pas pour autant satisfait toute une partie du personnel médical, des médecins hospitaliers, qui ont entamé des grèves ou en tout cas des démissions de leurs fonctions administratives, notamment de la cotation des actes. Donc ça a mis certains établissements en difficulté dans leur financement par l'assurance maladie, mais cela a aussi fortement questionné la nature des missions qui leur sont confiées. En mars 2020, avec la crise sanitaire, les revendications ont fait place à une formidable mobilisation des personnels soignants, mobilisation qui a montré à l'ensemble de la population la teneur de l'abnégation des personnels publics de santé. En effet, c'est essentiellement eux qui gèrent la crise Covid, et ce, encore aujourd'hui avec la 5e vague. L'abnégation était d'autant plus grande au regard des pénuries des matériels de protection, blouses, masques, etc. La société a répondu par un mouvement général d'empathie, accompagnant la nécessité, dans le monde d'après, d'une refonte d'un véritable plan Marshall. Si les professionnels de santé ont le sentiment d'être utiles et reconnaissent qu'une forte solidarité existe dans leur métier, ils pointent de plus en plus les contraintes qu'ils y rencontrent. Au manque de moyens matériels, que Pierre a évoqué, et humains, s'ajoutent de fortes exigences émotionnelles. Ainsi, les soignants disent qu'ils doivent de plus en plus cacher leurs émotions au sein de leur travail comme à l'extérieur. Cette baisse d'attractivité pour les métiers du soin se lit sur l'infographie suivante. Comme le montre ce graphique, les professionnels de santé se projettent de moins en moins dans leur métier à long terme. Pierre, aurais-tu quelques éléments d'explication? Oui, il nous a semblé pertinent d'évoquer les violences à l'hôpital via l'Observatoire national des violences en milieu de santé. Ce qu'il faut noter, c'est que 70% des signalements proviennent des établissements publics. Donc les violences sont de nombreuses formes, mais toutes atteignent le moral des soignants et peuvent laisser les personnes dans un grand désarroi si elles ne trouvent pas de soutien de la part de leur hiérarchie ou de leurs collègues. Les urgences, l'hôpital public qui s'occupe du tout venant doit parfois gérer des situations qui sortent du strict cadre sanitaire, à l'approche de l'hiver, notamment avec les urgences. Celles-ci sont confrontées à la misère sociale, mais aussi à des pathologies qui auraient dû être traitées en médecine de ville, voire même carrément dans les EHPAD ou les établissements de ce type. Les violences à l'hôpital traduisent une insatisfaction également des patients, tout simplement. En effet, le problème de l'attractivité s'étend jusqu'aux usagers de l'hôpital. Bien que l'opinion vis-à-vis de l'hôpital reste très positive, particulièrement en 2020 à la suite de la crise, on constate une baisse tendancielle de cette image positive au cours des années.
La concurrence avec le privé n'arrange pas les choses en matière d'attractivité. Dû au financement à l'activité, le secteur privé peut rationaliser ses processus et investir tant dans l'immobilier que dans le marketing, proposant ainsi des services annexes, typiquement l'hôtellerie ou la restauration, plus susceptibles d'attirer les patients. Ce qui fait monter leur retour sur la T2A. Cercle vertueux du privé qui ne bénéficie pas autant aux établissements de santé qui ont une mission de service public. Ce problème d'attractivité touche également les médecins. À la faveur de la crise, ceux-ci désertent l'hôpital public. En effet, le privé, admettant largement la pratique libérale, les rémunérations y sont jusqu'à plusieurs fois supérieures selon les spécialités. S'y ajoute la pratique des dépassements d'honoraires, solvabilisés par les complémentaires. Le sujet de la grande sécu, récemment mis sur le devant de la scène, nous rappelle à ces problématiques. Concernant la question managériale qui revient souvent à l'hôpital public, une toute récente enquête du collectif Jeunes Managers du SMPS, ça date de novembre, indique que les managers sont motivés par l'intérêt des projets et leur ambiance de travail, mais sont souvent confrontés à des injonctions contradictoires. Ce qui ressort, c'est que depuis leur prise de poste, 90% des managers envisagent une mobilité, dont 30% en dehors de la fonction publique hospitalière, ce qui traduit un certain malaise concernant la formation. La moitié des jeunes managers sont circonspects quant à l'utilité des connaissances qu'ils ont acquises lors de leur formation. Un sujet aussi important dont on parle beaucoup en ce moment, c'est l'intérim médical, qui pose des problèmes financiers certains, mais aussi des problèmes éthiques. La loi Rist, du nom de la députée Stéphanie Rist, qui l'a portée, a introduit le plafonnement des rémunérations des médecins intérimaires, avec un blocage possible des comptables publics et un suivi de l'ARS. Cette loi devait être applicable dès octobre, sauf que compte tenu de la situation actuelle, son application a été reportée pour faire face à la cinquième vague. Merci Pierre. À travers ces éléments, nous avons essayé de montrer qu'il existe bien un problème d'attractivité à l'hôpital public, tant pour les professionnels de santé que pour les administratifs ou les patients. Vous voyez derrière moi quelques chiffres recueillis par le think tank de l'Institut Santé. Retenons-en peut-être deux qui symbolisent bien ce malaise. Le taux de vacances important, 30%, c'est presque un tiers des postes. Mais surtout, et plus grave, un quart des soignants ont déjà eu des pensées suicidaires. Donc la réponse du gouvernement se traduit par les Ségur de la santé dont on va interroger la suffisance ou la profondeur. Donc rappelons le contexte. Emmanuel Macron déclare un plan massif à l'issue de la crise à Mulhouse, un territoire très touché, autour de deux ambitions, refonder le service public et rendre attractive la fonction publique hospitalière. Les concertations sont menées par Nicole Notat, bien connue du monde syndical, et aboutissent à 33 propositions qui sont amenées à orienter les réformes à venir. Le Ségur, qui est toujours en cours, se veut aussi être une méthode de concertation et de retour d'expérience, l'application des réformes et la distribution des budgets étant largement confiées aux ARS. Nous allons surtout nous attarder sur la politique d'investissement et la politique de revalorisation salariale. Oui, en effet, le lancement d'une nouvelle politique d'investissement fortement médiatisée à propos du Ségur constitue un de ces enjeux forts. Les cibles sont bien sûr de globalement relancer les investissements en santé, de moderniser les établissements sanitaires et médico-sociaux, de restaurer les capacités financières des hôpitaux, dont on a pu voir qu'elles étaient fortement dégradées pour certains, et de favoriser le déploiement des outils numériques. Ce plan repose sur une enveloppe de plus de 19 milliards d'euros, dont 650 millions sont dédiés à l'investissement au quotidien, qui est à la main des hôpitaux. Le plan aussi aborde la question de la T2A, dont il s'agit de réduire la part dans le financement. La T2A, si son intention initiale était compréhensible, ses effets délétères sont bien documentés maintenant, y compris par le ministre Véran quand il était député. Le Ségur cherche à contrecarrer la logique inflationniste de celle-ci et à promouvoir surtout d'autres types de financement. Ces nouveaux financements doivent permettre aux hôpitaux de compter sur des ressources stables à long terme et ainsi leur donner de la visibilité pour préparer l'avenir. Les urgences bénéficient déjà d'une partie de ces réformes et concernant la médecine, un financement populationnel sera plus envisagé au cours de l'année 2022. Une autre question très médiatisée à propos du Ségur est celle du nombre de lits. Afin de répondre à ce problème du manque de lits, le Ségur ne prévoit pas uniquement d'en ouvrir plus en établissement public de santé. Il déploie une approche dynamique du capacitaire en lits avec le déploiement de lits à la demande.
permettant aux établissements de s'adapter notamment aux suractivités saisonnières ou épidémiques. Donc la question des lits occupe l'espace médiatique, comme l'a dit Paul. Récemment, le conseil scientifique présidé par Delfrécy c'était noté enquête flash, a sorti un chiffre de 20% de lits fermés, car les personnels qui les arment, c'est le terme qui s'occupe de ces lits, ne sont pas présents, tout simplement, ils n'arrivent pas à recruter. Le ministre a contesté ces chiffres, mais reconnaît que la situation est difficile. Afin de répondre au manque d'attractivité et à la concurrence avec le privé, le Ségur prévoit également une revalorisation salariale, donc plus 183 € pour les soignants. Cette revalorisation intègre l'ensemble des personnels médicaux, notamment les internes, essentiels au fonctionnement des hôpitaux. Sur la question de la simplification de l'organisation interne, le professeur Clarisse a mené une mission sur la gouvernance des hôpitaux qui a notamment abouti à un guide mieux managé pour mieux soigner, qui a le mérite de ne rien coûter. C'est aussi ce rapport qui a inspiré la loi dite RIST, qui comprend la mesure phare, qui est la constitution des services et des chefs de service comme maillon essentiel de l'organisation interne. Les soignants seraient alors en charge de leur propre organisation de travail. Mais cela pose encore une fois la question de l'utilisation du temps médical. Merci Pierre. Ces éléments sur les aspects financiers et sur l'attractivité permettent d'objectiver les problèmes à l'hôpital, de définir des crises, puisqu'il s'agissait là de notre sujet. Mais il faut maintenant aborder une crise peut-être plus profonde, peut-être plus subjective, celle du sens. La gouvernance déployée à l'hôpital au moins depuis 1996 a instauré une approche dont la qualité, avant tout gestionnaire, est souvent mise en accusation. Vous avez ici un exemple avec le livre de Stéphane Vellu. Cette gouvernance peut prendre la forme d'un pilotage centré sur les indicateurs, une individualisation des processus de travail, une complexification de la classification et de son utilisation, ou une explosion des normes qui embolisent les soignants et affectent le temps dédié aux soins. La réduction du temps de présence au lit du patient est régulièrement pointée à travers les différents mouvements de grève, dont vous avez ici également un exemple, du personnel hospitalier est décrite comme la conséquence directe de cette gestion. Il est peut-être intéressant d'utiliser la notion de care, qui intervient depuis quelques années, développée par Carole Gillian et Sandra Logier en France, pour désigner un dépassement du seul acte de soin, celui-ci est objectivable et quantifiable. Cette notion permet de prendre en considération l'aspect multidimensionnel de la prise en charge d'autrui. Utiliser cette notion de care permet peut-être de toucher du doigt l'un des déterminants de la crise du sens qui traverse les corps soignants. En effet, la nécessité de déployer cette approche gestionnaire dans le secteur de la santé, afin de contenir les dépenses, ce que personne ne conteste, s'est faite au détriment d'une approche globale de la santé, réduite au seul acte tarifable. Je ne reviendrai pas sur la T2A, nous l'avons déjà fait, mais elle reste cependant l'exemple le plus frappant de cette objectivation. S'il nous est permis de reprendre les catégories développées par le professeur Alain Suppiot, on assiste ici à une gouvernance par les nombres qui peine à réellement prendre en compte l'aspect réel et trop humain de la relation de soins. Avec le Ségur, les pouvoirs publics répondent fortement aux crises que traverse l'hôpital. Sur la question financière, on voit que les moyens ont pu être débloqués. L'ONDAM hospitalier pour 2022 est annoncé à plus 4%, l'ONDAM en général, et aux alentours de 233 milliards. Donc on voit qu'il y a un financement qui est possible. Si on parle de crise financière, il faut à tout le moins l'envisager au regard de l'ensemble du financement de la protection sociale, notamment avec les complémentaires comme évoqué par Paul. Les éléments chiffrés montrent un réel effort de revalorisation salariale qui va s'engager sur plusieurs années. Donc tout ceci est indéniable et ça s'engage dans le temps. La crise d'attractivité, elle, est flagrante. Donc on reconnaît les efforts, mais le chemin est encore long et les démarches d'écoute des soignants doivent être approfondies. Les éléments purement matériels ne semblent pas suffisants pour comprendre la véritable nature de la crise actuelle. Si nous suivons l'intuition du Sénat que nous présentions en introduction, la crise touche bien l'ensemble de la santé en France et appelle des réponses en concertation avec les institutions opérationnelles que sont les ARS, l'assurance maladie, mais aussi les collectivités territoriales et les complémentaires santé. Mais cela doit, selon nous, faire l'objet d'un véritable débat démocratique qui doit s'instaurer dans la campagne présidentielle, ce qui pour l'instant ne nous semble pas être le cas. Aussi, nous souhaitions terminer sur cette citation qui provient de l'Institut Santé.
Cette crise n'est pas une crise de ressources, c'est une crise d'inadaptation d'un système à un environnement qui s'est radicalement transformé. Mise en place à partir de 1958, notre système de soins doit absorber une triple transition qui est démographique, épidémiologique et sanitaire. Il s'agit de répondre au défi du passage d'un système de soins axé sur l'hôpital et tourné vers le curatif à un système de santé territorialisé, fondé sur la prévention et la prise en charge de l'individu dans l'ensemble de ses déterminants de santé, soit un avant et un après. Merci. Merci pour votre attention.